Bonjour à tous et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui paraît très concret, presque évident, mais qui dans les faits continue de piéger énormément d'employeurs, de gestionnaires de paie et même des dirigeants très expérimentés. Il s'agit des avantages en nature. Véhicules, logements, repas, outils numériques, vous avez l'impression de bien maîtriser? Peut-être que certains éléments vont vous surprendre. Donc pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Adrien Largillier, avocat en droit social au bureau de FIDAL de Cherbourg. Bonjour Adrien. Bonjour Isis, bonjour à toutes et à tous. Alors Adrien, pourquoi avoir aujourd'hui choisi de parler des avantages en nature? Alors parce que c'est l'un des premiers points contrôlés par l'URSSAF et il faut bien le dire, c'est aussi l'un des plus mal compris. Un logement, un véhicule, un téléphone, on se dit que c'est un petit plus, un geste de l'entreprise pour ses salariés. Mais derrière ce cadeau, entre guillemets, il y a des règles, des barèmes, des obligations et surtout des risques de redressement. En effet, on voit que c'est un vrai sujet pour les entreprises. Ça laisse donc penser qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs et de redressements sur ce sujet. Alors oui, il y en a beaucoup et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, l'URSSAF a procédé à plus de 150 000 contrôles et pour un montant total de 1,5 milliard d'euros de redressement. Et dans ces redressements, les avantages en nature et les frais professionnels figurent systématiquement dans le trio de tête des erreurs détectées. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que près d'un contrôle sur deux comporte au moins une anomalie liée soit à une mauvaise qualification, donc des frais pro contre des avantages en nature, soit à une mauvaise évaluation, soit encore à une absence de justificatif. En clair, ce sont des erreurs que presque tout le monde fait, mais qui peuvent coûter très cher. On peut dire en effet que les chiffres donnent le ton. On ne s'imagine pas toujours qu'il y a autant de redressements. Donc commençons par la base. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un avantage en nature? Alors, l'avantage en nature, c'est la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur à un salarié et qui permet à ce salarié d'économiser une dépense personnelle. En réalité, il faut bien le dire, le terme avantage en nature est trompeur puisqu'il s'agit plus d'une rémunération en nature. Et comme toute rémunération, elle doit être évaluée en argent, puis soumise à cotisation sociale et à impôts. En droit, on dit que l'avantage en nature est réintégré dans l'assiette des cotisations et impôts. Est-ce que tu as un exemple à nous partager pour qu'on comprenne mieux le contexte? Alors, par exemple, on va prendre un salarié qu'on va appeler Monsieur Martin et qui gagne 2 000 € brut et qui a une voiture de fonction. Ok. Parce que Monsieur Martin peut utiliser cette voiture pour ses déplacements perso, il va économiser toutes les dépenses qu'il aurait dû personnellement engager pour l'achat, la location, l'entretien et l'utilisation d'une voiture à lui. C'est donc un avantage en nature dit véhicule. Mettons maintenant que la voiture de M. Martin soit évaluée à 300 € par mois. Eh bien, le salaire de M. Martin, qui sera pris en compte pour le calcul de ses cotisations et impôts, sera de 2 000 plus 300, 2 300 €. On dit alors que l'avantage en nature véhicule est réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et c'est lorsque cette réintégration n'est pas ou est mal faite que l'URSSAF va redresser l'employeur pour récupérer son manque à gagner. Dans mon exemple, l'employeur de M. Martin serait redressé des cotisations sur 300 €. Alors cet exemple parle de voiture, mais on peut appliquer ce raisonnement à tout type d'avantages accordés par l'employeur à un salarié. Ah oui, exactement. Voiture, logement, téléphone, ordinateur portable, réduction tarifaire, voire invitation d'équipe au restaurant. À vrai dire, la liste est sans fin. Toute dépense personnelle que l'entreprise évite à son salarié en lui accordant un bien ou un service est susceptible d'être qualifiée d'avantage en nature. Qui veut donc dire qu'il faut bien distinguer avantages en nature et frais professionnels. Alors oui, la distinction est essentielle. Les frais professionnels, c'est une dépense engagée par le salarié pour l'entreprise et remboursée à l'euro près, typiquement des indemnités kilométriques. L'avantage en nature, c'est l'inverse. C'est une dépense personnelle que l'entreprise prend en charge. Et cette distinction change tout, puisque les frais professionnels sont exonérés de cotisations et d'impôts, alors que les avantages en nature entrent dans l'assiette des cotisations. On comprend cette distinction, donc quelles sont les règles les plus importantes à retenir pour éviter de se faire piéger? Alors, je dirais qu'il y a 6 commandements à retenir pour les avantages en nature. Alors, premier commandement, tu ne reconnaîtras avantage en nature que lorsqu'une dépense personnelle est épargnée aux salariés. Deuxième commandement, tu ne considéreras jamais l'usage strictement professionnel comme un avantage. Le troisième, tu évalueras tout usage mixte à la fois professionnel et privé. Quatrième, tu ne qualifieras d'avantage que ce qui est mis à disposition de manière permanente.
Le cinquième, tu seras en mesure de justifier la méthode d'évaluation que tu appliques. Et le sixième, tu respecteras les règles du bulletin officiel de la sécurité sociale, car elles s'imposent à tous et assurent la sécurité juridique. Ainsi, tu marcheras dans la conformité et nul redressement ne s'abattra sur toi. Merci pour ta illustration originale, Adrien. Chers auditeurs, on compte sur vous pour retenir ces 6 commandements à la fin de l'épisode, surtout. Adrien, tu parlais d'évaluation tout à l'heure. Concrètement, comment on évalue un avantage en nature? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? C'est bien ça? Alors oui, il y a 2 méthodes en fait. La première qui est l'évaluation forfaitaire. C'est l'URSSAF ou un arrêté qui vient fixer un barème, un montant par repas, un pourcentage pour un véhicule, pour un téléphone. C'est simple, rapide et c'est la méthode la plus utilisée car elle sécurise le calcul. Et puis il y a la seconde méthode qui est celle de l'évaluation aux dépenses réelles. Là, on prend tout ce que l'entreprise dépense réellement, loyer, assurance, entretien, carburant, abonnement. C'est plus précis mais aussi plus lourd parce qu'il faut conserver tous les justificatifs. En résumé, le forfait, c'est la simplicité, le réel, c'est la précision. Et l'employeur choisit la méthode la plus adaptée, tant qu'elle est appliquée correctement et de manière cohérente. Il ne peut changer la méthode qu'une fois par an, le 1er janvier. Donc c'est très clair, merci beaucoup. On va donc maintenant passer à ce qui intéresse toujours beaucoup, donc ce sont les cas concrets. Quels sont les principaux avantages en nature? Il y en a plusieurs, mais certains reviennent très souvent. Premier, les repas. Dès qu'un employeur offre un repas à un salarié, on y est. Pour 2026, on est à 5,50 € par repas ou 11 € pour une journée complète. Et ces montants évoluent chaque année. Ensuite, le logement. Un logement mis à disposition d'un salarié, c'est un avantage en nature soumis à cotisation. En cas d'usage mixte, perso-privé, perso-professionnel, seule la part privée est retenue. 2 évaluations possibles, soit un forfait calculé sur le salaire et le nombre de pièces, soit la valeur locative réelle. On retrouve aussi le grand classique, la voiture. Il existe, dès que le salarié peut utiliser la voiture en dehors de ses heures de travail. Et sur l'évaluation, le choix entre les dépenses réelles, on prend en compte l'amortissement, l'assurance, l'entretien, le carburant, etc. L'amortissement du véhicule, petite précision, c'est simplement le fait de répartir sa perte de valeur au fil des années pour refléter son usure et son vieillissement. Là, il y a la seconde méthode qui est le forfait révisable chaque année selon les barèmes du bulletin officiel de la sécurité sociale. Cela s'adapte aux véhicules achetés, loués, électriques ou bénéficiant d'un rabais constructeur. Autre avantage en nature très courant, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, donc le téléphone, l'ordinateur, l'abonnement Internet. Dès qu'il y a un usage privé qui est possible, on bascule dans l'avantage en nature. Et le simple fait que le salarié garde l'équipement en permanence suffit. L'évaluation, encore une fois, se fait soit sur les dépenses réelles, soit en application d'un forfait de 10%. En pratique, l'URSSAF nous dit que lorsque le salarié a un usage minime de son téléphone, de l'ordinateur ou d'Internet à titre privé, l'avantage en nature est négligeable. Dans ces cas-là, il n'y a pas de réintégration. Par contre, s'il y a un usage personnel important ou si le matériel n'est pas restitué à la fin du contrat de travail, un salarié qui démissionne et qui conserve le téléphone à la fin de son contrat de travail, ça devient un avantage en nature qui doit être totalement réintégré. Et enfin, il y a tous les autres avantages auxquels on ne pense pas forcément, les outils, les réductions tarifaires, les cadeaux, les abonnements, les voyages, les excursions. Dès qu'il y a un bénéfice personnel, il faut se poser la question de l'avantage en nature. Et maintenant, la question qui fâche un peu. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on peut rencontrer? Alors d'abord, la confusion entre avantage en nature et frais professionnels. Une voiture, un téléphone ou un repas présenté comme pro, mais sans preuve d'un usage strictement professionnel, et l'URSSAF requalifie immédiatement en avantage en nature. La deuxième erreur, c'est l'absence de preuve écrite d'interdiction d'un usage privé. Une consigne orale ne suffit pas. Sans document écrit, l'administration considère qu'il y a un usage personnel possible. L'interdiction écrite doit nécessairement figurer quelque part, soit dans le contrat de travail, soit dans un règlement intérieur, ou encore dans une note de service. La troisième erreur, ce sont des barèmes mal appliqués. Ils changent chaque année et beaucoup d'entreprises continuent d'utiliser les anciens montants. Résultat, avantage sous-évalué, redressement assuré. Quatrième erreur, le manque de justificatif. Des notes de frais incomplètes, des factures manquantes, une absence de détails. Tout ce qui n'est pas justifié est réintégré dans l'assiette de cotisation. Et enfin, l'oubli pur et simple de déclarer l'avantage. Un véhicule, un logement ou un téléphone non déclaré. Et on tombe parfois dans la qualification de travail dissimulé.
Donc pour finir, est-ce que les avantages en nature sont donc vraiment un problème pour les entreprises? Alors non, pas du tout. Les avantages en nature peuvent être même un très bon outil de fidélisation et de rémunération. Le vrai risque, en réalité, c'est la mauvaise évaluation ou la mauvaise déclaration. C'est là que les erreurs coûtent cher. Donc si je résume, les avantages en nature ne sont pas un problème en soi, c'est leur mauvaise gestion qui peut faire mal. Donc la clé, c'est donc la rigueur. Exactement. Que vous soyez employeur, gestionnaire de paye ou RH, prenez le temps de vérifier vos pratiques. Parce qu'en matière d'avantages en nature, ce qu'on pense maîtriser est souvent ce qui finit par coûter le plus. Merci beaucoup Adrien pour cet échange. Tu nous as apporté de nombreuses explications et de très bons conseils sur les sujets des avantages en nature. Avant de nous quitter, je vous propose de retenir quelques points essentiels sur le sujet que nous venons d'aborder. Donc, un avantage en nature, c'est d'abord une rémunération et donc quelque chose qui doit être évalué et déclaré. L'usage strict professionnel n'est jamais un avantage, mais dès qu'il y a un usage mixte, il faut l'évaluer. Il y a deux méthodes qui existent, donc le forfait, plus de simplicité, et le réel pour la précision. Et surtout, les barèmes évoluent, les justificatifs doivent être complets et l'oubli de déclaration peut coûter très cher. Donc, si vous gardez ça en tête, vous allez déjà éviter la grande majorité des pièges. Donc merci à tous pour votre écoute. Vous retrouverez bien sûr les coordonnées d'Adrien Largillier dans la description de cet épisode. Et si ce contenu vous a été utile, pensez à nous laisser 5 étoiles ou à le partager autour de vous. Cela nous aide à faire connaître le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Du droit et des mots. À très vite.